Salut la gang, ce matin on s'en va mon chum Vince de chez VAT avec sa gang de crinqués, spécialiste dans la réparation puis restauration de véhicules militaires. Ce qui m'a motivé à faire cette petite vidéo-là, cette entrevue-là ce matin, c'est le fait que je suis moi-même militaire, puis je vous dirais qu'à toutes les fois que je vois des commentaires sur Facebook sur les véhicules militaires ou des gens qui pensent trouver la perle rare aux États-Unis, là, puis ramener ça ici, rouler ça sur l'autoroute, puis les conseils, les réponses que les gens donnent, ok, c'est souvent très loin de la réalité. Donc, je me suis dit, on va aller voir le spécialiste au Québec, qui est VAT, là, pas mal les seuls qui font ça d'ailleurs, qui vont pouvoir nous donner les vraies réponses à nos questions. On va voir c'est quoi les différences entre un Hummer et un Humvee exactement. Beaucoup de gens, dans le fond, croient que le Hummer est un véhicule militaire, là, loin de là. On va donc voir les différences, un peu les choses qui différencient les deux types de véhicules qui sont complètement différents, en fait. Dont un est plus inspiré, l'autre étant le véhicule militaire lui-même. On pose une couple de questions. Ils ont beaucoup d'expérience dans le domaine du véhicule militaire, c'est des passionnés. Ils vont être à même de répondre à toutes nos questions sur le sujet. Fait que, on s'en va. Comme je l'ai dit dans l'intro, je suis venu voir le spécialiste dans le véhicule militaire, mon chum Vince. On posait quelques questions, mettre quelques petites choses au clair avec Vincent et sa gang de crinqués ici, de chez VAT. Salut Vincent. Salut. Première question qui me vient en tête, qu'on voit tout le temps. Un H1, un Hummer, c'est-tu un véhicule militaire? Le Hummer H1 est basé sur la base du Humvee, qui est le véhicule militaire. Donc, autrement dit, c'est pas un véhicule militaire, c'est un véhicule qui était basé sur un véhicule militaire. Okay. Ils ont pris le véhicule militaire, ils ont trouvé que ça avait pas de la gueule, ils en ont fait une version civile vendable pour le commun du monde. Autrement dit, pour faire une histoire courte, c'est AM Général qui a eu le contrat de faire des véhicules militaires en 85, en fait même un peu avant, mais ils ont commencé la production en 85 des Humvee. Voulait même appeler le véhicule Hummer, mais c'est l'armée américaine qui a décidé que non, ça allait s'appeler Humvee. HMMWV, mais vu que le nom est imprononçable, ça fait moi, c'est ça. Fait que tout le monde a appelé ça HUMVE. Okay. Puis à 91, dans ces eaux-là, on connaît l'histoire de Arnold Schwarzenegger qui a voulu je pense que acheter un, qui est allé directement à l'usine AM Général, puis AM Général lui ont donné un Humvee, puis il roulait avec ça à Hollywood, puis là, tout le monde voulait. Là, tout ça a parti, puis AM Général est obligé de faire une version civile, puis ils l'ont appelé Hummer parce que c'est déjà le nom qu'ils voulaient donner au départ. Et après, on connaît l'histoire avec GM qui ont acheté le nom Hummer. Ok, juste le nom. Exact. Mais en général, c'est le fameux Hummer, le H1, qui est devenu H1 quand GM ont acheté. Il faut comprendre que H1, ça n'existait pas au début. C'est quand GM ont acheté, parce qu'ils ont dit H1, parce qu'ils autres, dans la tête, là, c'est non, on va faire de l'argent, on va faire H2, H3. C'est un business, c'est comme une série. Exact, c'est ça. Fait que, on va faire une production de masse avec. Il y avait déjà toute l'idée déjà en tête, fait qu'ils l'ont appelé H1. Puis, mais c'était AM Général qui produisait quand même le H1 sur la ligne de production, à côté des véhicules militaires, jusqu'en 2007. 2007 étant la dernière année de production du H1. Ils ont arrêté parce que déjà, ça faisait quelques années, même je dirais un bon 5 ans, qu'ils ne rencontraient plus du tout là, les normes de collision, il n'y avait aucun airbag dans le véhicule. C'est pas adapté plus aux nouvelles. Non, exactement. Honnêtement, faire un accident avec un H1, à part à basse vitesse, que là, c'est sûr que tu peux juste sortir de ta canette de peinture et il se passe rien. C'est ça. Mais si tu fais un accident à haute vitesse avec ça, t'es mort. Là. Il n'y a aucune zone de déformation. C'est pas fait pour ça. Non, vraiment pas. Fait que c'est pas sécuritaire comme véhicule sur la route. Là. Les grosses différences qu'on rencontre entre la version militaire et la civile, c'est quoi?
C'est quoi les plus gros changements de votre Physiquement, ils ont la même chose. Ça se look beaucoup. Oui, c'est la même frame, c'est la même cabine, mais sauf que tout le reste, c'est différent. Okay. On a une couette, toute la couette de fil est civile dans le H1. Dans la version militaire, c'est une couette de fil NATO. Ouais. Ils font comme NATO, on connaît. Tout le monde, c'est tous les mêmes véhicules militaires, British, Canada, États-Unis, peu importe. Ouais. On rencontre tous le même pattern de connexion, des ordinateurs, toutes les mêmes. Okay. Tandis que le Hummer, le H1, ils sont plus une couette de fil comme GM. Ouais, ok, on tombe plus comme dans le civil. GM, puis même Slash, on a beaucoup d'ordifort là-dedans. Parce qu'avant que GM achète le nom Hummer, en général, prenait un petit peu un petit peu partout là, pour faire le véhicule civil. Mais c'est certain qu'il y a beaucoup de commodités civiles, beaucoup d'ordinateurs dans la H1, des blocs Fuse normales, tandis que là, le véhicule militaire n'a aucun bloc Fuse. Okay. Aucun ordinateur, les ordinateurs qu'il y a là-dedans, c'est pas vraiment des ordinateurs. C'est fait à la base de marcher dans n'importe quelle condition, pas compliqué. C'est en plein ça peut être enseveli dans l'eau, ça peut avoir une bombe électronique qui pète, il va se monter pareil. Tandis que le H1, lui, c'est vraiment plus comme un véhicule, comme un civil, exact. Puis le H1 va être plus isolé, il va avoir des bains plus confortables. Ils l'ont vraiment rendu plus fun à rouler pour les civils. Exactement, la chaîne stéréo, et puis tandis que le véhicule militaire, c'est de base. Il y en a qui pensent acheter un Humvee militaire et rouler tous les jours avec ça. non. Pour avoir fait la route. Les petites nouvelles pour eux autres, à moins de vraiment tout l'isoler au complet, puis de mettre des commodités un petit peu mieux. C'est pas fait pour être confortable. Non, c'est pas confortable du tout. Les mécaniques qu'on trouve là-dedans, c'est-tu le même moteur d'un deux? Encore là, il y a des différences. C'est sûr que physiquement, on retrouve un bloc GM dans les deux cas, mais le véhicule militaire a un bloc qui est passé chez Detroit Diesel. Okay. Donc le bloc moteur est physiquement pareil, mais un petit peu plus solide dans le véhicule militaire. Ensuite, on a des modèles turbo qui sont dans des véhicules blindés. Ça parle le poids augmente assez rapidement. Oui, c'est ça, exact. Le véhicule civil, le H1, oui, a un 6.5 turbo aussi, mais encore là, vraiment GM au complet. Okay. Les transmissions, ça se ressemble beaucoup. Les transfers case sont spécifiques au niveau du militaire. Il y a beaucoup de différences, mais en même temps, il n'y en a pas beaucoup. Ça dépend. Pour un connaisseur, il y en a beaucoup. Pour quelqu'un qui connaît moins, ça ressemble quand même bien. Souvent, il ne verra pas nécessairement la différence. Exactement, c'est ça. Okay. On a des trucs, exemple, si on a, juste parce qu'on l'a dans la face, ça c'est la lumière tactique pour rouler en nuit, on a les petits yeux de chat pour se suivre en convoi. On verra pas ça dans le on verra pas ça dans le Hummer. Certains ont les lumières infrarouges, comme j'ai vu, c'est déjà des oui, c'est une lumière infrarouge installée sur le phare. Tu n'auras pas de lumière infrarouge en plate. Non, même si ce sera allumé, tu verras. Non, exactement, c'est ça. Puis, quel type de projet vous faites, vous touchez à quoi un peu en général? Nous, en fait, on fait l'importation de Humvee militaire, on fait la vente de ces véhicules-là, on les restaure, on fait aussi l'entretien des véhicules militaires, mais aussi des Hummer H1 parce que le véhicule se ressemble quand même beaucoup. Et puis, on fait beaucoup de transformations. Exemple, de l'autre côté, on va aller voir plus tard. On a un Hummer H1 qu'on est en train de poser la nouvelle mécanique Duramax à l'intérieur. Des transformations comme ça. Là, ça peut être des petits touch-ups, comme ça peut être un projet, comme on va voir tantôt aussi, de A à Z. C'est sûr que pour des petites mécaniques, ça dépend de notre horaire parce qu'on est quand même une shop de restauration. C'est des longs projets. Là, exact. Fait que quelqu'un qui arrive juste pour un changement d'huile, à moins qu'on ait vraiment rien à faire, puis ça, c'est rare. En fait, même jamais. En fait, à moins sur le beau-frère, ça passera pas aujourd'hui. C'est sûr qu'on les envoie dans les petits garages. Mais sauf que les pièces de ces véhicules-là, on les a super facilement parce qu'ils se font encore sur la chaîne de production aujourd'hui. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Il y a beaucoup de fake news. On s'entend sur ces véhicules-là que l'américaine, ils ont arrêté, là, les Hummers ne se font plus, ils ont des nouveaux véhicules, les Oshkosh. C'est pas un remplacement de ça. Non, parce qu'en général, font encore les Humvee sur la chaîne de production aujourd'hui, en 2018, pour 60 pays. Quand même, l'armée américaine en ont acheté cette année 700, plus de 700 en fait. Le véhicule est très difficile à remplacer parce qu'il est dans un size tellement parfait, multifonction. Il peut rentrer dans un Chinook, il peut être
Ouais, il était bien pensé, il n'a pas été acheté à la botte, fabriqué n'importe comment. C'est ça, il est un format que tu peux amener dans des villages, en opération, de faire du transport. Il y a tellement. Tout le setup se change aussi, là, ça peut se transformer en ambulance. En plein ça. Donc le véhicule peut être modernisé, même avec un vieux véhicule. Il y a tellement de possibilités. Donc le véhicule est très difficile. Puis le coût aussi, ça fait tellement longtemps qu'il fabrique que le coût de production commence à. Ils sont habitués. C'est ça. Moi j'ai une question, ça m'amène à quelque chose. Pourquoi on fait affaire avec VAT pour acheter ça? Parce que moi, je vais essayer la réponse parce que je te connais. On voit souvent sur Facebook, je l'ai vu un aux États-Unis à vendre, il n'est pas cher, saute là-dessus, ça coûte des pinottes. Réellement parlant, la vérité, j'en vois un sur une annonce aux États, à l'amener ici, pour un gars comme moi qui n'a pas de contact là-dedans, comment ça marche, pourquoi je fais affaire avec VAT? Pour faire une histoire courte, il y a eu un encan en 1999 qui était la première encan des Humvee que l'armée américaine a libéré. Cet encan-là, il n'y avait aucune restriction pour acheter. Fait que tu pouvais être Canadien, tu pouvais acheter un Humvee, y arriver, tu faisais toute ta paperasse, bien sûr, c'est quand même compliqué. Exact. Ils n'en ont pas libéré beaucoup, c'était 1000 quelques. Fait que là, ça devenait très rare d'avoir un Humvee. Là, ça fait environ 2 ans et demi, ils ont recommencé à en vendre, les Humvee, mais ils ont établi des restrictions très serrées. Sur ces encans-là, on a des codes de démilitarisation. Le Humvee étant un code donc restreint. Et un code comme exemple un véhicule de combat. Je comprends. Premièrement, il faut être citoyen américain pour avoir le droit de vider sur. Ça, c'est une de leurs conditions qu'ils ont. Une de leurs conditions, exact. Mais là, si toi, exemple, ton chum, ton oncle, t'es américain, peu importe, il bide là-dessus, le véhicule, il va être capable de l'avoir. Aux États-Unis, tu parles, il l'achète. Ça prend quasiment 6 mois, par exemple, avant de l'avoir, parce que tu signes beaucoup de trucs. Ça reste un véhicule militaire, c'est pas n'importe qui. Exact. Mais il y a des restrictions qui s'appellent End of Use Certificate, qu'il faut que tu signes comme quoi que tu n'as pas le droit d'exporter le véhicule. Fait que ça ne traverse pas de frontières, en fait. Techniquement. Bon, il y a certains États qui ont moins de restrictions qui fait qu'on réussit par l'entremise ça va assez loin. Exact. Ça va assez loin, mais je dirais que le véhicule n'a pas le droit de traverser les douanes. Les véhicules qui traversent les douanes, ça peut être d'un ancien encan de 99. Je comprends. Ou les encans de police, pompiers, les gouvernements comme local et non fédéral, il n'y a pas de restriction. C'est d'autres choses. Exact. Fait que les Humvee, j'en ai eu des Humvee de pompiers, des Humvee de police. Ça traverse. Fait que ça marche. Mais il faut faire attention parce que le véhicule, là, quand il va arriver ici, attendez-vous pas à avoir que tu tournes la clé, tu t'en vas. Non. J'ai vu que les prix qui étaient plus bas, écoute, c'était pas good to go, c'était pas prêt à rouler. Là. Nous, on met énormément d'heures et d'argent pour restaurer un véhicule de même. Fait que moi, je peux faire toute la démarche, envoyer de l'argent, j'ai des contacts. Par miracle, je fais toute l'affaire, il peut rester pogné au douane pareil. J'ai des cas de gens que, écoute, je nommerai pas. Les véhicules sont restés aux douanes. C'est un gros investissement. Ça reste pogné là, tu l'as jamais. Ça reste aux douanes. Effectivement, il a fallu qu'ils retournent le véhicule aux États-Unis. Mais quand tu n'as pas de contact pour le revendre, ça devient vraiment un problème. Tu vas en passer à n'importe qui. Encore là, la personne qui veut l'acheter, il faut qu'elle aussi connaisse tout le. Exact. Et parce que même que quand tu as réussi, exemple, à avoir les papiers légaux pour pouvoir le traverser, il y a d'autres papiers. Là. Il faut que tu fasses une démilitarisation parce que c'est un code restreint. C'est infini. Il y a vraiment une grosse poutine à faire pour ça. Je dirais, moi, je suis quasiment à temps plein dans la place. C'est l'enfer. C'est un enfer total. Après ça, oui, exact. Le monde voit le bout le fun, il voit Vincent rouler avec ça sur leur carte. Les chanceux, mais ils ne comprennent pas en arrière tout ce qu'il y a. C'est incroyable. Tout ce qu'il y a à faire là-dedans, c'est complètement fou. Ça prend de la passion. Oui. Maintenant, quelqu'un qui veut réaliser son rêve à bon coût, c'est certain qu'il y a moyen qu'on fasse un véhicule, je dirais, semi-restauré, donc qu'on restaure seulement la mécanique. On s'arrange pour passer une inspection qui est très compliquée en soi, juste un véhicule militaire, ça passe pas comme ça à l'inspection. Puis on peut vendre un véhicule comme ça, qui ont passé une inspection, puis lui il s'arrange avec l'esthétique. Ça c'est quelque chose qui peut se faire. Les véhicules qu'on vend dans les eaux ça tourne environ, mettons, entre 27 000 environ, tu as un véhicule
qui est légal là, dans le chemin, qui est correctement. Mais on parle pas de véhicule comme ça, il faut être clair. Là. Non, c'est pas comme ça, là, c'est ça. Non, à 25 000, t'as un véhicule légal, roulable, par des professionnels. Mais rough, là. Rough, pas restauré de non, mais on va en plus les restaurer parce que avec tout ce qu'on a comme expérience jusqu'à date, on est capable de faire un véhicule restauré comme ça pour même, je dirais, beaucoup plus cher que si toi, tu t'en restaurais un véhicule comme ça. Va tourner restauré. Pas trop d'options, mais il faut le restaurer. Le prix, c'est à partir de 38 000 Okay. Donc 38 000, c'est une peinture, oui, militaire neuve, mais tout, c'est pas juste la peinture. Il y en a qui pensent, il est restauré, il est juste peinturé. C'est pas juste ça. Nous, on fait tout, de A à Z, la mécanique, du nez jusqu'en arrière, dans les planétaires, les A, le moteur, la transmission, on touche à tout. C'est vraiment, écoute, il y a des heures là-dedans, c'est pas évident. Parfait, bon, on va aller voir les projets. Yes, ici on a un véhicule qui est arrivé il y a 2 semaines, donc c'est un Humvee M998 92. Ça c'est un véhicule non vendu à date qui va être disponible à la vente lorsque mon projet de qu'est-ce que je vais avoir décidé va être terminé. Là on commence à le stripper, donc à le démonter. On démonte au complet pour la restauration. Lui, j'ai décidé qu'elle allait être noire, donc le véhicule va être tout noir avec l'intérieur noir aussi. Je n'ai pas encore décidé quelle porte qu'on allait mettre, mais ça arrive souvent que des gens arrivent comme ça en entremise et qu'ils veulent le véhicule, donc le projet rechange dans la volonté du client. Mais je prends aussi des commandes spéciales là, des gens qui on monte de A à Z de qu'est-ce qu'ils veulent. Mais même le véhicule, quand il est restauré, qui est monté, on est capable de refaire des changements par la suite. Là, ça, c'est pas un problème. Exemple, mettre des toits rigides, rechanger la configuration, le cargo, 2 portes, 4 portes, c'est tout le même véhicule. C'est juste de comment tu le configures, mais tu peux faire ce que tu veux avec ça. Un convertible, 4 portes, 2 portes, hardtop. Le fameux slamback avec tourelle, on peut tout faire. C'est ça la beauté du Humvee, c'est que quand tu es tanné d'une configuration, tu peux la rechanger. C'est quand même pas trop long. Bon, justement, fait qu'on est rendu là, avec le fameux H1, là, Vincent, les grosses différences que tu nous as parlé tantôt. Là, justement, tu me parlais des quads de fil. Là. Oui, exactement. Bon, ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais on a des connecteurs civils, donc du filage comme on connaît dans tous les bons vieux GM. Ces quads de fil-là, c'est plus ou moins fiable, ça finit par craquer, et puis il y a beaucoup même des cas de H1 qui ont brûlé, malheureusement. OK. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Quand on achète un Hummer H1, c'est une des premières choses qu'il faut vérifier. Exemple, quand on ouvre la porte chauffeur, il faut vérifier si la vitre monte par coup, parce que les quads de fil craquent, puis ça finit par faire des feux électriques. OK. Nous, quand on refait un H1, c'est très primordial de refaire, en fait, de vérifier le filage au complet. Le problème, c'est qu'en général, font les pièces de militaires, mais ne fabriquent plus les pièces civiles. Ah, OK. Tout ce qu'il y a de civil dans un H1, c'est impossible de les avoir, à part de si on trouve, exemple, du New Old Stock, le fameux NOS, on trouve sur Internet des fois des vieilles pièces neuves, ou du usagé. C'est de faire du custom. On en fait énormément du custom parce que les pièces ne se trouvent plus et les prix sont dérisoires quand on trouve des pièces. Ça devient débile. Donc oui, il faut stripper l'intérieur du véhicule. C'est quand même un énorme travail. Ouais, c'est ça reste une très grosse job. Là. Oui, exact. Donc, un Hummer H1 reste un véhicule très dispendieux quand on en veut un fiable. Parce que justement, il y a une job que tu repasses au travers, oui, c'est exactement. Il faut comprendre qu'ils ont arrêté en 2007. Donc, ça fait quand même quelques années. Mais quand on en trouve des 96, 17, là, ça fait déjà tout ce qui est de caoutchouc, le filage. Tout commence à sécher. Là. Tout sèche, tout craque, donc il faut tout refaire. Tu me disais tantôt justement que tu avais des pièces, certaines pièces Ford. Là. Oui, exactement. C'est un bon exemple. On en a un exemple, là, juste ici, vous voyez, on a le sélecteur de fuel Ford. Il y a beaucoup de pièces Ford, beaucoup de pièces GM, on a même des pièces taguées Cadillac.
C'est un peu de tout. C'est un peu de tout. Ils ont été chercher un petit peu là, dans toutes les compagnies. C'est normal parce qu'au début, c'était jamais prévu qu'ils allaient revendre à GM finalement. Ouais. Donc, ce véhicule-là, c'est un Hummer H1 2002 6.5 turbo diesel qu'on fait une conversion avec un moteur Duramax. Ouais. En 2006-2007, il y a eu une version qui s'appelle Alpha. Le Alpha avait une mécanique Duramax. Puis là, nous, on pose un Duramax de pick-up. OK. Fait qu'on va aller chercher un peu plus de jus. Fait que Vincent, quand tu dis là, justement que le genre de complications qu'on peut se ramasser, là on voit le 6.5 d'origine. Là. Puis là, on regardait juste la hauteur, la différence de hauteur. Oui, dans la conversion Duramax, il y a eu les Alpha en 2006-2007 dans les H1. Mais le monde, il pense qu'on prend un Duramax, puis on le met dans le frame, puis tout est bolt-on. Mais non. Parce que le Duramax qu'il y a eu dans les Alpha 2006-2007 avait un code de moteur différent que tout ce qu'on connaît dans Duramax. C'est un Duramax qui était plus court, qui était moins haut. Donc, si je fais un exemple, ça c'est le hopper pan qu'il faut changer avec la panne à huile qui est plus short. Sinon, le Duramax, il dépasse d'environ 12 pouces en dessous du frein. Il faut comprendre la beauté du Hummer, c'est qu'il n'y a rien en dessous, c'est flat. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut tout refaire en custom l'intake pour essayer de baisser ça le plus low possible parce que la cabine ne passe pas. Il faut lever la cabine de 2 pouces. Il y en a qui lèvent plus que ça, mais ça vient laid d'avoir un c'est pas le but. C'est exact, ça c'est pas le but. C'est pour ça que faire un swap de Duramax dans un H1 ou un Humvee, c'est un job colossal. On parle de des coûts énormes. Juste par exemple, Predator Motorsport aux États-Unis charge 50 000 US pour faire la job. Ici, on ne charge pas ça, mais ne pensez pas qu'acheter un H1 ou un Humvee puis changer le moteur pour mettre un Duramax, que ça va être une petite job. C'est une job incroyable. Puis juste un dernier exemple, quand je disais que les pièces civiles ne se font plus, cette pièce-là, qui est une pièce de Alpha, qui est spécifiquement sur le Duramax du Alpha, j'en ai acheté plusieurs pour les mettre en inventaire parce que bientôt, il n'y en aura plus sur les tablettes. Donc, on ne pourra plus faire de swap de Duramax dans les Humvee et les H1. Donc, c'est tous des trucs qu'il faut savoir. Salut la gang, j'espère que vous avez apprécié. On a fait de notre possible pour couvrir le plus de points possible d'un court laps de temps avec Vincent de chez VAT. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des grosses différences quand même entre le Humvee et le Hummer. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, écrivez à la gang de VAT que vous pouvez trouver facilement sur Facebook, VAT, comme ça se dit. Ensuite, si vous avez d'autres idées pour des reportages vidéo, juste à nous contacter sur la page Facebook de 4x4 Setup Magazine.